Dans ce chapitre, nous allons décrire les mécanismes qui permettent de transcrire le message contenu dans un gène. Au niveau de l'ADN, on a une autre molécule appelée l'ARN. Et en guise d'introduction, nous allons comparer ce qui se passe au niveau de la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. Basiquement, dans la cellule prokaryote, la transcription de l'ARN se fait à l'intérieur de la cellule, puisqu'il n'y a pas de noyau qui sépare les deux compartiments. La transcription de l'ARN se fait en même temps que la traduction de cet ARN par les ribosomes. Par contre, dans la cellule eucaryote, la transcription d'un ARN se fait dans le noyau et cet ARN subit une série de modifications pour devenir un ARN mature et à ce moment-là, il va être exporté vers le cytoplasme où il sera traduit en protéines. Donc chez la cellule eucaryote, il y a une séparation des deux processus transcription et traduction dans l'espace et dans le temps. Les ARN sont des molécules extrêmement importantes pour la cellule parce qu'elles vont assurer des rôles extrêmement variés et très importants. Chez la bactérie, par exemple, l'ensemble des ARN contenus dans la cellule représente environ 25% de poids sec de la cellule, comparé seulement à 2% du poids sec de l'ADN. Parmi les rôles joués par les ARN, il y a le rôle génétique, parce qu'on sait que l'ARN joue un rôle bien connu de support de l'information génétique contenue dans les gènes. Les ARN messagers, par exemple, sont des copies de l'information contenue dans les gènes codants pour les protéines. Ils ne portent donc qu'une information réduite par rapport à l'ensemble du génome. Leur durée de vie est généralement très limitée. Il peut aller jusqu'à quelques minutes seulement. Les ARN messagers sont aussitôt dégradés après leur traduction. L'information portée par les ARN possède toutefois un rôle opérationnel très important puisque ces ARN messagers seront les copies de l'information contenue dans le gène et qui va servir à la machinerie cellulaire de les traduire en protéines. D'autres ARN ont plutôt des rôles enzymatiques comme les ARN ribosomaux qui sont les constituants majeurs de ribosomes. On sait maintenant que l'ARN ribosomique, c'est lui qui catalyse la formation de la liaison peptidique entre les acides aminés pendant la formation d'une protéine et non pas les protéines qui font partie de la structure de ribosome. Il y a aussi les ARN de transfert qui participent à la traduction au niveau du ribosome, les petits ARN nucléaires qui sont des constituants majeurs dans la machinerie de l'épissage des ARN messagers dans le processus de l'élimination des introns. En plus de ce rôle, les ARN peuvent aussi avoir des rôles de guide, comme par exemple l'ARN de la télomérase qu'on a décrit dans la réplication des télomères, qui a la possibilité de guider la télomérase vers les télomères où il va faire l'extension de télomères. D'autres ARN peuvent être des ARN guides, comme les petits ARN nucléolaires qui interviennent dans la maturation de ribosomes. Ils vont servir à guider l'introduction des bases modifiées dans l'ARN ribosomique. Il y a aussi les petits ARN interférents qu'on appelle les microRNA qui interviennent dans le processus d'interférence par l'ARN où ils permettent en fait de contrôler l'expression de certains ARN messagers en les dégradant. Malgré que les ARN présentent une analogie structurale avec l'ADN, les ARN possèdent quand même des propriétés très différentes de celles de l'ADN. Ces différences peuvent être liées soit à des différences intrinsèques au niveau structural et réactivité chimique, mais aussi à la manière dont les ARN sont synthétisés et utilisés par la cellule. Par ailleurs, au niveau structural, alors que l'ADN est souvent une molécule duplex, forme de deux brins, les ARN sont souvent des molécules simples brins. L'absence de deux brins complémentaires au niveau de l'ARN permet aussi de faire adopter à une molécule d'ARN des structures secondaires plus ou moins complexes liées à la présence de régions complémentaires au sein de la même molécule. Donc ces repliements que peuvent adopter les ARN sont aussi à la base de leurs capacités fonctionnelles qui sont très variables. Donc ils sont impliqués dans leur processus de régulation, leur interaction avec d'autres éléments de la cellule et aussi à leur activité enzymatique. Donc dans la plupart des ARN, on va avoir des repliements suivant une ou plusieurs conformations différentes.
Les structures secondaires adoptées par les molécules d'ARN sont très variables. Elles sont en fait liées à la présence de plusieurs séquences répétées inversées au sein de la séquence de l'ARN. Donc, il est possible de combiner et former plusieurs structures complexes grâce à ces liaisons complémentaires entre ces régions. Donc, on pourra avoir des structures secondaires sous forme de tiges boucles. Les tiges sont en fait les régions qui sont associées par des liaisons hydrogènes. Les boucles sont des régions qui sont restées simples brins et leur positionnement dans la molécule est variable. Ça peut être une position interne ou bien des positions terminales, formant ainsi des boucles terminales, ou bien des boucles multiples, ou bien des boucles internes. Cette planche, par exemple, montre la structure secondaire d'un ARN de transfert qui est caractérisée sous forme d'une feuille en trèfle avec 3 boucles terminales. Cette structure qu'adopte l'ARN de transfert est très importante en effet pour sa fonction au niveau de la cellule et surtout au moment de la traduction des protéines. La structure chimique des ARN est très proche de celle de la molécule d'ADN puisqu'ils sont tous composés ensemble de brins de nucléotides avec un squelette formé de sucre et de phosphate et des bases azotées branchées sur le sucre. Il existe quelques différences au niveau de ces structures, notamment la présence de l'uracile comme base qui remplace la thymine, la présence également d'un ribose dans les ARN au lieu d'un désoxyribose. Parmi les autres différences entre l'ARN et l'ADN, en termes de longueur, les ARN sont généralement de courte taille, de quelques dizaines à quelques milliers de nucléotides, alors que les molécules d'ADN sont très longues, de quelques millions à quelques milliards de nucléotides. D'autre part, l'ADN est labile, il a une durée de vie qui est très courte. Certains ARN messagers, par exemple, ont des durées de vie qui ne dépassent pas quelques minutes. Ils sont synthétisés, traduits et aussitôt dégradés. Par contre, certains ARN impliqués dans la structure de d'autres éléments sont beaucoup plus stables sans que leur durée de vie soit éternelle en fait. Et l'ADN doit quand même durer pendant toute la vie de la cellule parce qu'il va transmettre son information à la descendance suivante. Troisième point, c'est que les ADN cellulaires sont simples brins, donc les génomes, par contre, eux, à base d'ADN, sont des molécules double brin. Mais il y a toujours des exceptions, puisqu'on trouve dans la nature certains virus qui ont un génome à base d'ARN bicaténaire, comme on trouve aussi des virus qui ont un génome à base d'ADN monocaténaire. La transcription d'un ARN est assurée par des protéines spécifiques appelées ARN polymérase qui reconnaissent le gène à transcrire. Basiquement, l'ARN polymérase parcourt l'ADN, sépare les deux brins et ajoute les ribonucléotides pour synthétiser l'ARN complémentaire à l'un des deux brins de l'ADN. Pour transcrire un gène, les ARN polymérases doivent se fixer à des séquences spécifiques appelées promoteurs. Ils vont ensuite ouvrir l'ADN double brin en séparant les deux brins, ce qui va permettre à l'enzyme d'utiliser l'un des deux brins comme brin matrice pour synthétiser l'ARN messager complémentaire. Comme pour les ADN polymérases, l'ARN polymérase fonctionne dans le sens 5'3'. Ils utilisent comme substrat les ribonucléotides triphosphates qui ont des riboses comme sucre au lieu de désoxyribose. La polymérisation se produit en hydrolysant les liaisons triphosphate d'un nucléotide et l'énergie qui est libérée par cette hydrolyse va permettre à l'enzyme d'avancer sur l'ADN en lisant les nucléotides. Et la région ouverte par l'ARN polymérase et le lieu de la transcription s'appelle bulle de transcription. Cette planche donc montre comment se fait la transcription dans la direction 5'3', exactement comme c'est le cas pour la réplication. Pour la transcription d'un gène, l'ARN polymérase se sert d'un seul brin de l'ADN comme brin matrice, qui va servir donc pour faire la copie de l'ARN en question. Il n'utilise pas les deux brins en même temps. Par ailleurs, l'ARN polymérase ne nécessite pas d'amorce d'ARN pour initier la polymérisation de l'ARN. Il est capable de faire la synthèse de tout l'ARN en question depuis le départ. D'autre part, les gènes peuvent résider sur un brin ou sur l'autre au niveau de l'ADN
et leur direction doit toujours respecter le sens de la polymérisation 5', 3'. Donc le brin matrice utilisé par l'ARN polymérase pour synthétiser l'ARN est donc complémentaire à la séquence de l'ARN formée. Le brin qui n'a pas servi à la transcription est appelé brin codant et par conséquent sa séquence est identique à celle de l'ARN transcrit à l'exception de la présence du racile qui est remplacé par la thymine au niveau du brin matrice. Donc le brin matrice est complémentaire à l'ARN, le brin codant est identique à l'ARN transcrit. La transcription des gènes prokaryotes est assurée par une seule ARN polymérase. Il s'agit d'une protéine oligomérique formée donc de plusieurs sous-unités codées chacune par un gène de structure. Par exemple, chez Escherichia coli, l'ARN polymérase est formée de 5 polypeptides, 2 sous-unités alpha, une sous-unité bêta, une sous-unité bêta prime et une sous-unité oméga avec une autre sous-unité appelée le facteur sigma. La réunion de l'ensemble de ces sous-unités forme ce qu'on appelle le lot enzyme. Chaque sous-unité assure une fonction bien déterminée. Par exemple, le facteur sigma, c'est le facteur essentiel pour reconnaître le promoteur du gène à transcrire et la fixation de l'ARN polymérase dans la région promotrice. La sous-unité bêta est la partie de l'enzyme qui va faire la polymérisation. Il possède un site catalytique, etc. La transcription chez les prokaryotes se réalise en 3 étapes essentielles. Il y a d'abord une initiation de la transcription. Dans cette étape, l'ARN polymérase reconnaît le promoteur de gène à transcrire et se fixe là-dessus. Ensuite, l'ARN polymérase dénature le duplex d'ADN pour dégager une bulle de transcription dans laquelle le brin matrice va permettre donc de lire l'ARN à transcrire. La polymérase donc va lire le brin matrice et faire la liaison des nucléotides complémentaires. Pendant la deuxième étape qui est l'élongation de l'ARN polymérase avance dans le sens 3'5' sur le brin matrice en dénaturant l'ADN à chaque fois et en rajoutant les ribonucléotides triphosphate pour synthétiser l'ARN en question. La dernière phase est la phase de terminaison. Elle permet l'arrêt de la transcription lorsque l'ARN polymérase arrive à la fin du gène. Donc il y a un site d'arrêt de la transcription qui va permettre à la polymérase de se détacher de l'ADN et également la libération de l'ARN transcrit. L'initiation de la transcription chez les prokaryotes commence par la reconnaissance de la région promotrice par l'ARN polymérase. L'enzyme va se lier donc à un segment d'ADN qui va s'étendre sur une région de 30 nucléotides à moins 70 nucléotides de part et d'autre de premier codon d'initiation. Donc, la fixation au niveau de promoteur concerne essentiellement la reconnaissance de 2 régions particulières. Une région décrite à moins 10 nucléotides en amont de site d'initiation de la transcription et une séquence à moins 35 nucléotides en amont de site d'initiation. Ces 2 régions-là au niveau du promoteur vont être reconnues en premier par le facteur sigma qui va permettre donc le recrutement d'autres sous-unités de l'ARN polymérase au niveau du promoteur avant de commencer la transcription. Le facteur sigma est donc l'élément premier qui va intervenir au moment de l'initiation de la transcription parce que c'est lui qui va reconnaître le promoteur et il va permettre de positionner l'ARN polymérase sur le promoteur et l'orienter dans la bonne direction de transcription. Et il participe également à l'ouverture de la double hélice et contribue à la synthèse de quelques nucléotides d'ARN avant de se décrocher de l'ADN et laisser l'ARN polymérase faire la suite de travail. À savoir aussi qu'il existe plusieurs types de sous-unités sigma chez les bactéries qui reconnaissent différents moteurs et promoteurs et qui interviennent dans des conditions particulières. Par exemple, le facteur sigma 70 est le facteur qui intervient dans la transcription des gènes dans des conditions normales. Par contre, le facteur sigma 32 ou bien le facteur sigma E intervient dans des conditions de choc thermique ou le facteur sigma 54 qui a fait la transcription dans des conditions où il y a une carence en azote. La transcription d'un gène prokaryote commence par l'initiation de la transcription qui sera réalisée par le facteur sigma
Celui-ci va reconnaître en premier lieu la région promotrice en se fixant aux séquences -10 et -35 et va permettre le recrutement de l'ARN polymérase et sa liaison non covalente à la région promotrice. L'étape suivante va consister à l'ouverture de la double hélice au niveau de 2 tours pour dégager une région simple brun et notamment la position du premier nucléotide de l'unité de transcription appelée par convention position +1. L'initiation de la synthèse de l'ARN va commencer par l'incorporation du premier nucléotide de l'ARN qui est généralement une adénine ou bien une guanine triphosphate. Le premier nucléotide de l'ARN garde toujours ses groupements phosphates, donc il est toujours sous forme de nucléotide triphosphate du côté 5'. Après l'initiation, l'élongation va commencer par l'ajout séquentiel des nucléotides complémentaires aux brins matrices et par leur liaison par des liaisons phosphodiester. Le facteur sigma participe à cette élongation sur une dizaine de nucléotides, puis il sera largué et c'est le corps de l'enzyme qui va continuer le reste de l'élongation de l'ARN en question. L'élongation va continuer jusqu'à ce que tout le gène soit transcrit et lorsque l'ARN polymérase arrive au site de terminaison de la transcription. Une fois complété, l'ARN et l'ARN polymérase seront détachés de l'ADN matrice. Le processus de terminaison fait appel à 2 mécanismes différents. Un mécanisme de terminaison qui fait appel à une enzyme particulière appelée protéine Rho. Pour cela, on l'appelle mécanisme de terminaison Rho-dépendant. Et un autre mécanisme de terminaison qui ne fait pas appel à d'autres enzymes spécifiques, on l'appelle terminaison Rho-indépendante. Ces 2 mécanismes seront détaillés juste après. Le premier mécanisme impliqué dans la terminaison d'une transcription est appelé terminaison Rho-indépendante. En fait, elle a été mise en évidence dans la région 3' terminale d'un gène, la présence d'une séquence répétée inversée qui est située juste après la partie codante riche en GC, et cette région répétée inversée est suivie de 6 nucléotides de type adénine. Cette région sera aussi transcrite au niveau de l'ARN formé. Et la présence de ces séquences répétées va participer justement à cette terminaison Rho-indépendante. Après avoir transcrit un gène, l'ARN polymérase continue à transcrire les 2 régions répétées inversées situées du côté 3', ainsi que les 6 adénines situées juste après la séquence répétée. Au niveau de l'ARN transcrit, les 2 régions répétées inversées, de fait de leur complémentarité, vont former une structure secondaire sous forme de tige boucle. L'ARN transcrit va rester attaché au brin matrice par des liaisons hydrogènes faibles qui vont lier les 6 adénines avec leur complémentaire uracile au niveau de l'ARN. La formation de cette structure secondaire en tige boucle va forcer en quelque sorte l'arrêt momentané de l'ARN polymérase et le blocage de l'élongation. Cette situation ou cette pause momentanée va entraîner la rupture de ces liaisons hydrogènes de faible énergie et libérer l'ARN messager du brin matrice, marquant ainsi la fin de la transcription de cet ARN. Tous les gènes des prokaryotes ne possèdent pas tous la séquence formée de motifs de 6 adénines après les séquences répétées inversées. Donc le processus de terminaison Rho-indépendante ne peut pas être appliqué. Ce type de gène fait intervenir un autre mécanisme de terminaison appelé Rho-dépendant, c'est-à-dire un mécanisme qui dépend de la présence d'une protéine spécifique appelée Rho. La protéine Rho est une protéine hexamérique qui est formée de 6 sous-unités et qui a aussi une fonction de délicase, c'est-à-dire capable de dissocier des liaisons hydrogènes entre nucléotides. La protéine Rho reconnaît en fait un site spécifique au niveau de l'ARN transcrit de côté 5'. C'est un site généralement riche en base GC et va parcourir l'ARN tout en dépensant de l'énergie pour rejoindre l'ARN polymérase qui est en avance au niveau de la fourche de transcription. En fait, la progression de la protéine Rho va arriver jusqu'à la partie où l'ARN transcrit
a déjà formé une structure secondaire sous forme d'épingle ou bien de tige boucle due à la présence des deux séquences répétées inversées du côté 3'. Lorsque la protéine Rho atteint cette région, il va utiliser son activité hélicase pour dissocier les liaisons hydrogènes entre les nucléotides complémentaires. En dissociant les liaisons hydrogènes au niveau de la structure tige-boucle, il va avancer, continuer à dissocier les liaisons hydrogènes qui lient encore l'ARN transcrit avec le brin matrice de l'ADN. Et cette hydrolyse va permettre la libération simple de l'ARN à partir de l'ADN matrice. Ensuite, la protéine Rho va s'enrouler autour de l'ARN sur une distance de 70 à 100 nucléotides après avoir libéré l'ARN de l'ADN, marquant ainsi la fin de la transcription de type Rho dépendante. Chez les eucaryotes, la transcription des ARN présente des particularités comparées aux prokaryotes. La première particularité est la présence de plusieurs ARN polymérases pour transcrire un ensemble de gènes chez les eucaryotes, à la différence des prokaryotes qui n'ont qu'un seul type d'ARN polymérase pour transcrire tous les gènes prokaryotes. D'un autre côté, la région promotrice des gènes eucaryotes est beaucoup plus compliquée que les promoteurs observés chez les prokaryotes et il nécessite en plus de l'ARN polymérase l'implication d'une centaine de facteurs généraux de transcription pour assister l'initiation de la transcription. D'un autre côté, les mécanismes de terminaison de la transcription chez les eucaryotes sont différents de ce qui a été décrit chez les prokaryotes. Parmi les ARN polymérases impliqués dans la transcription des eucaryotes, les plus utilisés sont l'ARN polymérase 1 pour synthétiser les ARN ribosomaux, sauf l'ARN ribosomal 5S, la polymérase 2 qui synthétise les ARN messagers, l'ARN polymérase 3 qui synthétise les ARN de transfert, les petits ARN nucléaires et l'ARN ribosomal 5S, et l'ARN polymérase 4 qui est spécifique pour la transcription des gènes mitochondriaux. Ces ARN polymérases n'ont pas de facteur sigma qui initie la transcription, mais ils ont à la place un ensemble de facteurs généraux de transcription. C'est des protéines accessoires qui sont spécifiques à chaque type d'enzyme polymérase. Donc ces enzymes reconnaissent chacune un promoteur différent. La région promotrice est une partie très importante dans la transcription des gènes eucaryotes, parce que c'est à ce niveau-là que va se fixer l'ARN polymérase et la machinerie de transcription pour initier le mécanisme de la synthèse de l'ARN. En plus, chaque ARN polymérase a son propre promoteur et ses facteurs généraux de transcription qui lui sont spécifiques. La région promotrice dite centrale va permettre donc la reconnaissance de sites de départ de la transcription, mais il y a aussi d'autres régions de régulation au niveau de l'ADN qui vont coopérer avec le promoteur central pour augmenter significativement l'efficacité de sa transcription. Ces régions dites régulatrices jouent donc un rôle clé dans la régulation de l'expression des gènes de façon tissu spécifique ou pendant les différents stades de développement. Dans cette partie, nous allons détailler le promoteur reconnu par l'ARN polymérase 2 qui est impliqué dans la synthèse des ARN messagers. L'ARN polymérase 2 peut reconnaître plusieurs promoteurs de différentes structures, mais qui ont tous en commun certaines séquences consensus, notamment la séquence déterminée par la boîte ATABOX située à une trentaine de nucléotides en amont du site d'initiation de la transcription et une séquence dite initiator située au voisinage de premier nucléotide de l'unité de transcription. Cette région dite promoteur central attire les facteurs généraux de transcription et l'ARN polymérase 2 et permet de la positionner au site de départ de la transcription et définissent la direction de la transcription. Également, cette région dite promoteur central est formée de plusieurs éléments situés sur environ une trentaine de paires de bases de part et d'autre de sites de l'initiation, comme c'est montré dans la planche qui va suivre.
Donc cette figure est une description plus détaillée de promoteur central montrant les différentes séquences consensus qui figurent du côté -30 à -38 paires de bases de sites d'initiation et qui s'étendent aussi sur une trentaine de paires de bases en aval de sites d'initiation de la transcription. Plusieurs de ces séquences sont nécessaires pour la fixation d'un ensemble de facteurs généraux de transcription. Au-delà du promoteur central, il existe d'autres éléments de séquence qui sont nécessaires pour augmenter la précision et l'efficacité d'un promoteur. Par exemple, à côté du promoteur central, on peut trouver dans la région proximale des séquences importantes qui vont attirer les facteurs de transcription généraux et l'ARN polymérase pour augmenter l'efficacité de la transcription. Et cette région comprend des éléments promoteurs qui peuvent s'étendre sur une centaine de paires de bases en amont de sites de l'initiation. Habituellement, la région proximale se trouve en amont du gène ou du promoteur du gène qui est central. Il diffère de ce promoteur central en ce qu'il se lie à des facteurs de transcription qui sont relativement spécifiques d'un gène. Par exemple, on trouve dans cette région une séquence riche en motifs GC située à -90 nucléotides de site d'initiation à laquelle va se lier un facteur de transcription spécifique appelé SP1. On trouve également à 75 nucléotides en amont de site d'initiation la boîte dite CAAT qui se lie à un facteur appelé CTF. Cette région donc participe à augmenter l'efficacité du promoteur central. Le promoteur central ainsi que la région proximale permettent d'assurer une expression basale d'un gène donné. Mais pour assurer une transcription maximale d'un gène, d'autres régions dites séquences régulatrices distales participent à l'amplification de niveau maximal de transcription d'un gène. Donc ce sont des séquences nécessaires pour optimiser l'expression du gène parce qu'ils contiennent des séquences appelées amplificateurs ou bien enhancers. Ces séquences amplificatrices fonctionnent soit en amont ou en aval du site d'initiation, c'est-à-dire on peut les trouver, bien que communément ils soient en amont d'un gène, on peut les trouver aussi en aval d'un gène. Les amplificateurs modifient donc la transcription à distance d'un gène parce qu'ils contiennent de courtes séquences bien déterminées qui reconnaissent des protéines spécifiques jouant le rôle d'activateur ou bien des protéines qui peuvent jouer le rôle inverse de répresseur. Donc ils modulent ainsi l'expression d'un gène donné en participant bien sûr avec la région promotrice centrale et proximale. Quant à l'ARN ribosomal 3, qui est responsable de la transcription des ARN de transfert et de l'ARN ribosomal et certains petits ARN nucléaires, cette protéine reconnaît des promoteurs qui lui sont spécifiques et dans ces promoteurs existent des séquences reconnues par les facteurs de transcription spécifiques à la polymérase 3. Les séquences promotrices reconnues par cette enzyme sont bien connues et caractérisées et même elles ont la particularité d'être présentes au sein du gène lui-même, comme c'est le cas montré ici pour les gènes codants pour l'ARN ribosomal ou bien pour l'ARN de transfert. L'ARN polymérase 1 spécialisée dans la synthèse des ARN ribosomaux, quant à elle, elle reconnaît un promoteur spécifique formé de deux régions. Une région dite promoteur central située au voisinage de sites d'initiation de la transcription et une région régulatrice située en amont à une centaine de paires de bases. Ces deux régions sont reconnues dans un premier temps par des éléments de contrôle qui sont essentiellement un facteur appelé Upstream Binding Factor. Cette protéine se lie aux deux régions qui va permettre de recruter un autre facteur appelé le facteur sélectif 1. Ce complexe va permettre donc d'attirer correctement l'ARN polymérase au niveau de site d'initiation dans la région promotrice centrale et permettre la transcription du gène en aval. L'initiation de la transcription des gènes eucaryotes codant pour les protéines fait appel à l'ARN polymérase 2 et ses facteurs généraux de transcription spécifiques. Cet ensemble va se lier au promoteur dans un ordre séquentiel qui va permettre la production d'un complexe complet d'initiation de la transcription qu'on appelle le complexe de préinitiation.
Il faut se rappeler aussi que la transcription au niveau du promoteur central chez les eucaryotes in vivo est influencée par la région régulatrice et la région proximale à laquelle vont se lier des protéines activatrices ou des éléments amplificateurs qui va déterminer l'efficacité de transcription d'un gène donné. La formation du complexe de pré-initiation de la transcription commence par la reconnaissance de la séquence promotrice, la boîte data, par le facteur général de transcription TF2D. TF2D s'associe à la séquence databox grâce à sa sous-unité appelée la data binding protein, qui s'associe également avec les autres protéines de TF2D, à savoir les TAF ou les facteurs associés à la TPP. Ensuite, ce complexe formé de la séquence promotrice et de facteurs TF2D constitue le site de fixation pour la fixation séquentielle des autres facteurs généraux. Dans un premier temps, ce sera le facteur TF2A et TF2B qui vont se fixer. Ils vont attirer par la suite l'ARN polymérase accompagné de facteur TF2F pour constituer le complexe minimal de la transcription. À ce complexe minimal d'initiation de la transcription vont s'associer deux autres facteurs généraux, le facteur TF2E et TF2H, pour former ensemble le complexe de préinitiation. Et ce dernier facteur TF2H est doué d'une activité qui ressemble à celle de l'hélicase, qui lui permet d'ouvrir l'ADN au niveau du promoteur pour dégager une bulle de transcription où va commencer la transcription. Cette planche résume le rôle joué par un ensemble de facteurs généraux de transcription au moment de l'initiation de la transcription. Comme ce qui a été décrit chez les prokaryotes, au moment de l'élongation de la transcription chez les eucaryotes, on a mis en évidence que plusieurs transcrits peuvent avoir lieu sur le même ADN matrice, c'est-à-dire plusieurs ARN polymérases peuvent simultanément synthétiser plusieurs transcrits à partir du même gène. En fait, après l'initiation de la transcription, l'ARN polymérase se débarrasse de la plupart des facteurs généraux de transcription, mais certains facteurs généraux restent au niveau du promoteur pour pouvoir recruter une nouvelle ARN polymérase. Après l'initiation de la transcription, l'ARN polymérase reste encore au niveau du promoteur et synthétise quelques séquences d'ARN. Et il ne va pas quitter le promoteur puisqu'il est encombré par les facteurs généraux de transcription. Donc, pour allonger l'ARN à transcrire, il doit se séparer de ces facteurs généraux. Et pour cela, il va subir une série de changements conformationnels qui vont lui permettre de s'éloigner du promoteur et commencer à lire le brin matrice et allonger l'ARN. Ces changements conformationnels que doit subir l'ARN polymérase avant d'entamer l'élongation ne sont pas tout à fait bien élucidés, mais aujourd'hui on sait que la sous-unité de l'ARN polymérase contient une queue protéique appelée le carboxyl tile domain ou bien CTD qui va jouer un rôle clé dans cette initiation. En fait, cette queue au niveau de l'extrémité carboxyle de l'ARN polymérase contient un certain nombre d'acides aminés qui peuvent être phosphorylés. Donc, la phosphorylation de ces acides aminés va permettre en quelque sorte d'affaiblir la liaison entre l'ARN polymérase et les autres facteurs généraux de transcription qui formaient le complexe de préinitiation. Ce qui va permettre donc à l'ARN polymérase de s'éloigner de ce complexe et de parcourir l'ADN matrice et l'élongation de l'ARN à transcrire. On sait aujourd'hui également que ce domaine carboxyle de l'ARN polymérase participe également à ces étapes de synthèse et de modification de l'ARN au moment de la transcription. L'initiation de la transcription des gènes eucaryotes est beaucoup plus complexe que celle qu'on a observée chez les prokaryotes. En fait, en plus des protéines impliquées dans la reconnaissance du promoteur central, il existe d'autres protéines régulatrices qu'on avait décrites sous le nom d'activateurs transcriptionnels qui doivent se lier à des séquences spécifiques au niveau de la région régulatrice pour aider l'ARN polymérase à initier la transcription.
Bien sûr, ces activateurs-là sont l'un des moyens qu'utilise la cellule pour réguler l'expression de ces gènes. Et ici, la présence simple de ces facteurs-là au niveau de leur site spécifique est nécessaire pour que la transcription démarre au niveau de la cellule. En plus de ces activateurs qui se fixent au niveau des séquences spécifiques dans les régions régulatrices, leur action sur l'ARN polymérase et leur effet sur le niveau d'expression d'un gène nécessitent l'intervention d'un autre ensemble de protéines. Notons la présence nécessaire d'un complexe protéique connu sous le nom de médiateur qui va permettre aux protéines activatrices de communiquer correctement avec l'ARN polymérase et les facteurs généraux de transcription au niveau du promoteur central. D'un autre côté, l'initiation de la transcription de la cellule dans la cellule eucaryote nécessite également le recrutement et l'intervention d'autres types de protéines, notamment les protéines qui modifient la chromatine. On sait que l'ADN eucaryote est organisé dans les chromosomes sous forme de chromatine associée à des protéines telles que les histones. Donc il faut d'abord, pour accéder au gène, il faut dégager la molécule, l'ADN de ces différentes enzymes ou ces différentes protéines. Et le complexe appelé le